Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Parlons Social. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour parler de thématiques liées au travail social. Cette semaine, nous allons parler de la grande question. Qu'est-ce que l'autonomie en travail social ? Pour ce faire, nous avons avec nous Jean-Victor, éducateur dans un centre de vie enfantine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nikita, merci de nous accueillir. Nous accueillons aussi Yannick, éducateur social dans un foyer pour adolescents. Bonjour et merci d'être parmi nous. Merci à vous de m'accueillir. Pour commencer en quelques mots, Jean-Victor, l'autonomie c'est quoi ? Commençons par nous pencher sur l'étymologie d'autonomie. Autonomie signifie fait de se gouverner par ses propres lois. Nous observons donc une notion d'autodétermination et de subjectivité. Mon degré d'autonomie doit être mesuré à l'aune de ma personne et non d'un standard externe. Ensuite, si on va sur le Centre des ressources nationales textuelles et lexicales, on trouve une définition contemporaine qui dit que l'autonomie est la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir et d'agir librement. On remarque donc que l'autonomie se déploie sur plusieurs plans, le fait de choisir ou le fait d'agir. Elle recouvre une notion d'individualité au sein d'un contexte, et les velléités et les stratégies d'autonomie doivent venir de soi. Il ne peut pas y avoir d'injonction à l'autonomie. Des propos tels que « sois plus autonome » ou bien « fais cela pour être autonome » ne sont pas valables. Ok, très bien, mais du coup, en travail social, pourquoi est-ce que l'autonomie est importante ? Selon La Guardia et sa théorie de l'autodétermination, la satisfaction des besoins physiologiques fondamentaux d'autonomie, de compétence et d'affiliation personnelle facilite la croissance, l'intégrité et le bien-être. Et cette idée se retrouve aussi dans la pyramide des besoins de Maslow, où l'autonomie occupe une place prépondérante dans le 5e et dernier étage de l'accomplissement de soi. Venons-en au travail social. L'une des grandes finalités du travail social est précisément d'outiller les personnes pour leur permettre d'atteindre l'auto-actualisation et l'épanouissement personnel au sein de la collectivité. À ce titre, l'autonomie est une préoccupation centrale et elle est effectivement citée dans l'ensemble des champs de l'éducation sociale. En tant qu'éducateurs et éducatrices, nous devons construire une relation professionnelle dans une posture favorisant le pouvoir d'agir et l'autodétermination des individus, des groupes et des collectivités. Ainsi, dans notre référentiel de compétences, la compétence 4.3 consiste, je cite, à adopter des attitudes favorisant la dynamique relationnelle et l'autonomie des personnes. Il s'agit donc pour nous, éducateurs et éducatrices, de développer et de mettre en œuvre une posture et des outils qui favorisent l'autonomie des personnes et des publics auprès desquels nous intervenons, ainsi que notre autonomie aussi d'ailleurs. Et tout cela sans que ce soit contraignant ni pour les publics auprès desquels nous intervenons, ni pour nous. Merci pour cette clarification. Et de votre côté, Yannick, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour travailler l'autonomie avec vos jeunes ? Alors dans mon travail, pour travailler l'autonomie, nous utilisons une méthode appelée la DPA, le développement du pouvoir d'agir. L'autonomie, au regard du DPA, signifie une mise en mouvement, un rapport à l'action et aux expériences qui permet aux personnes et aux collectivités de s'affranchir de certains obstacles qui leur appartiennent ou qui ressortent du système. Cette méthode vise donc l'autonomisation des personnes ou des groupes en favorisant la participation, le développement des compétences et la conscience critique. Dans cette méthode, le point de vue de la personne concernée est central. Il s'agit de lui donner la possibilité d'agir sur ce qui est important pour lui et non de satisfaire à ce qui est important pour l'intervenant social ou l'institution. En termes de posture professionnelle, l'intervenant en DPA est donc un accompagnateur, mais encore plus un passeur. L'intervenant se présente comme un allié stratégique pour négocier un moment de vie plus délicate, sans jugement bien sûr. Il aide ainsi la personne à franchir les obstacles et à restaurer le mouvement d'épanouissement là où il s'était interrompu. En d'autres termes, le professionnel doit s'empêcher d'agir à la place de l'autre, de lui fournir des solutions, car en faisant cela, ce qui l'empêche, c'est que la personne s'affranchisse elle-même des obstacles. La préoccupation de l'intervenant sera de ne pas agir à la place de l'autre, ni sur la situation, mais avec la personne, en l'accompagnant. C'est cette posture qui favorise l'émancipation, l'autonomisation et la dépendance. La posture du passeur implique également que le bénéficiaire est expert de sa réalité, qu'il dispose lui-même de ses ressources et qu'il est lui-même capable de son changement. Sa posture professionnelle implique donc une écoute à son monde à lui, mais aussi une écoute réflexive qui l'aide à prendre du recul, à analyser celui-ci. Oui, très intéressant, je comprends bien. Mais en pratique, comment ça se traduit dans votre quotidien professionnel ?
Alors, sur le terrain, nous avons plusieurs exemples, mais actuellement, nous travaillons avec un jeune, travaillons l'autonomie avec un jeune de 17 ans. Donc, c'est un jeune dont je suis le référent, qui est dans notre institution depuis 2 ans et demi, qui occupait donc une chambre. Et dans les prochains mois, voire l'année prochaine, en tout cas à moyen terme, il va quitter le foyer pour aller dans une institution pour adultes. Arrivé à ses 18 ans, les jeunes doivent partir et il risque de se retrouver dans un autre foyer, dans un autre lieu, avec certainement des studios protégés, encadrés. Et pour faire cette transition, pour faciliter cette transition vers une plus grande indépendance, toujours avec un suivi éducatif évidemment, on ne les laisse pas comme ça dans la nature, mais pour une bonne transition, nous avons ici en place dans notre institution un studio aménagé avec une cuisine, une salle de bain, un espace de vie et nous avons installé ce jeune à l'intérieur de ce studio. Donc il a quitté sa chambre pour aller dans le studio, tout reste dans le même bâtiment, mais afin de travailler une plus grande autonomie, nous lui avons donné possession du studio. Donc pour travailler dans ce studio, pour travailler avec lui, donc on a établi ensemble, lui et moi en tant que référent, une charte que nous avons écrite ensemble avec plusieurs critères pour essayer de tendre vers une certaine autonomie, comme par exemple penser et faire un repas une fois par semaine, c'est-à-dire le penser en amont, faire les courses, élaborer le repas, ainsi que penser à l'entretien, tout ce qui est ses affaires à laver, le lavage de son studio, faire son lit, sa literie, etc. On lui a même donné les clés propres à son studio, donc il peut sortir et revenir librement. Il doit toujours évidemment nous prévenir quand il rentre à une heure autre que celle qu'il a convenue. Mais nous avons donc cette charte sur laquelle s'appuyer entre lui et moi. Après, rien n'empêche que voir que si la charte est trop rapide, on peut refaire un retour en arrière. L'autonomie, ça ne veut pas dire forcément aller vite et vite acquérir les choses que l'on souhaite. Non, il faut prendre le temps. Nous avons pris le temps de construire cette charte et cela nous aide d'avoir une base centrale sur laquelle on évolue, on avance, on recule d'un pas, mais on en avance de deux après. On a mis également ensemble des bilans hebdomadaires, des points de situation où on se rencontre. En général, on fait ça en fin de semaine, ou des fois ça peut être toutes les 2 semaines. Voilà, on regarde, on fait un petit topo, comment s'est passée la semaine, comment est-ce que tu te sens, parce que ça fait depuis mars qu'il y est, donc pas très longtemps, donc il faut prendre la température. Est-ce que tu manques de quelque chose? Est-ce que tu as des idées nouvelles pour gagner en autonomie dans ton studio? Est-ce que tu te sens soutenu? Enfin, voilà, toutes ces choses, on peut faire des points de situation qui est important pour lui comme pour nous éducateurs. Et puis, on met des objectifs SMART. Donc, par SMART, on entend spécifique, donc bien précis, des objectifs précis et clairs. Ça sert à rien de mettre des objectifs trop importants ni trop vagues. Mesurables, évidemment, atteignables, qui soient réalistes également et temporels. Donc voilà, qu'on peut évaluer dans le temps. En gros, ces objectifs, ce sont des étapes individuelles d'une stratégie qui vise à atteindre un but plus important. Donc dans ce cas, des petits objectifs à travers la charte pour atteindre plus tard, pas dans les jours qui viennent, mais plus tard, une plus grande indépendance, voire une plus grande autonomie qui tendra vers l'indépendance totale. Mais ça, ce sera dans une autre institution où ce sera lui-même quand il sera plus âgé. Mais c'est dans ce but-là que nous avons mis à disposition ce studio pour aider nos jeunes à avoir un peu plus d'indépendance, un peu plus d'autonomie et qu'ils apprennent les choses de la vie courante par eux-mêmes. Très bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes dans une posture d'accompagnement qui favorise l'autonomie. Jean-Victor, avez-vous des éléments en tête que vous souhaiteriez amener ? En éducation sociale, on utilise aussi beaucoup un concept qui s'appelle la zone proximale de développement, la ZPD. La ZPD, c'est quoi ? Ça va être la distance sur laquelle il suffit d'avoir un petit coup de pouce, une petite aide, pour arriver à réaliser un apprentissage. Si on prend l'exemple d'un enfant d'1 an et demi, 2 ans qui veut faire du toboggan, on a plusieurs solutions.
Soit on le fait monter directement, on le met en haut directement en haut de l'échelle pour qu'il glisse, mais du coup il n'apprend rien, il n'apprend pas à monter l'échelle par lui-même. Soit on le laisse en bas de l'échelle, on le laisse monter tout seul, mais du coup il n'y arrive, et s'il n'y arrive pas, il est en situation d'échec, et du coup il n'apprend rien non plus. Ou bien la troisième possibilité, ça va être de le soutenir verbalement, de se mettre juste derrière lui pour le sécuriser, lui montrer éventuellement comment placer ses pieds et ses mains, et ainsi l'enfant, avec ce petit coup de main, ce petit coup de pouce, va arriver à faire l'apprentissage de monter une échelle, et va apprendre ainsi à développer son autonomie en réalisant ses apprentissages par la suite tout seul. Est-ce qu'il y a un élément que vous souhaiteriez rajouter ou sur lequel vous voudriez revenir pour compléter tout ça ? Dans notre pratique quotidienne, dans l'éducation sociale, il faut toujours bien penser au fait que, on l'a vu un peu avant, l'autonomie, c'est pas seulement le fait de savoir faire les choses, c'est aussi le fait de savoir se positionner face aux choses. C'est-à-dire qu'un enfant ou un adulte qui vient nous voir pour demander de l'aide, c'est déjà faire preuve d'autonomie. Le fait de dire « j'ai besoin d'aide pour accéder à telle chose », c'est faire preuve d'autonomie. Le fait d'exprimer ses besoins, c'est faire preuve d'autonomie. Soit un enfant qui a besoin de mettre ses chaussures, soit il va rester à côté et ne rien faire du tout. Ça, c'est effectivement ne pas faire preuve d'autonomie. Soit l'enfant peut demander de l'aide pour mettre ses chaussures, c'est déjà montrer qu'il a compris son besoin et qu'il va chercher une solution. Ou bien il peut aussi effectivement mettre ses chaussures lui-même. C'est ce qu'on a vu au début, il y a vraiment l'autonomie de décision et l'autonomie d'action. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé vos expériences professionnelles. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Social. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.